les vieilles chansons, les vieilles chansons qui tournent en rond. Ah, ces belles chansons! J'espère que vous allez bien, chers auditeurs et auditrices de la plus belle et de la plus grande radio communautaire et musicale en Estrie. Et bien évidemment, j'ai nommé CFLX qui sévit sur la bande FM 95.5. Au micro, Étienne-Alexis Boucher, votre animateur préféré, un mercredi sur deux et en ce magnifique mercredi 19 novembre 2005, en direct du studio de CFLX situé sur la rue Wellington. J'anime pour vous une émission qui est évidemment organisée, produite par la Société nationale de l'Estrie et Droit collectif Québec, deux organismes à but non lucratif qui produisent cette émission afin d'incarner. Tu sais, vous savez, on parle souvent de mission pour les organismes communautaires, puis ça c'est ma mission, mais non, ça c'est la mienne, bon machin. Quoi de mieux que de la rendre très concrète en animant une émission radiophonique dédiée au rayonnement de la culture et de l'histoire nationale du Québec, de sa langue belle, bien évidemment, et de même et surtout pour contribuer au développement global de la nation québécoise, notamment en favorisant le débat citoyen non partisan et l'éducation populaire, puis enfin de défendre les droits collectifs des Québécoises et des Québécois. Donc, nous avons l'ambition par cette émission de vous inciter à réfléchir sur des enjeux d'actualité ou de toute manière des enjeux macro qui touchent notre communauté, nos concitoyens, nos concitoyennes, vous permettant ainsi de mieux comprendre le monde dans lequel vous vivez. Puis, vous savez, on le fait ensemble, hein, et je suis en compagnie d'une personne qui pourrait certes le confirmer, enseigner ou du moins donner une conférence, c'est apprendre une deuxième fois. Alors, aujourd'hui, en ce mercredi 19 novembre 2005, on a le bonheur de parler d'une journée, une journée internationale. Cette fois, c'est la journée mondiale de la télévision qui, depuis 1996, a été décrétée la journée dont on parlait, le 21 novembre, de ce médium qui est on ne peut plus important dans la vie de tous les jours, et ce, depuis désormais quelques décennies. On a le bonheur de recevoir en studio Madame Marie-Ève Carignan, qui est professeure titulaire au département de communication de l'Université de Sherbrooke, afin d'en discuter avec vous. Je l'ai dit, hein, cette journée mondiale qui est relativement récente, là, une petite trentaine d'années là, seulement, alors que c'est en 1996 que l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 21 novembre Journée mondiale de la télévision. Elle reconnaissait ainsi l'influence croissante qu'exerce la télévision sur les processus de décision et le rôle que joue cet important médium dans nos vies. La télévision permet au grand public d'avoir un regard sur le monde, sur les conflits et les menaces à la paix et à la sécurité internationale, ainsi que sur d'autres sujets essentiels comme les questions économiques et sociales. La télévision reste évidemment une source de consommation importante en matière de contenu filmé. Bien que la taille des écrans ait changé, on va toujours plus gros qu'avant, hein, vous savez comment ça marche. Reste que ce sont des gens qui créent, qui publient, qui diffusent et qui consomment des vidéos sur différentes plateformes, alors que le nombre de foyers équipés d'un téléviseur dans le monde continue d'augmenter, pour ne pas dire exploser. L'interaction entre les différentes formes de diffusion représente donc une excellente occasion de sensibiliser l'opinion publique aux enjeux auxquels sont confrontées nos communautés et notre planète. Au 21e siècle, d'aucuns qui êtes à l'écoute aujourd'hui pourraient vous questionner, mais c'est à quoi sert un téléviseur? Genre, c'est quoi ça, un téléviseur? Alors que, évidemment, toute technologie est appelée à apparaître puis éventuellement être remplacée par une technologie plus avancée. Ainsi, la télévision, ce n'est plus seulement un câble à sens unique pour les contenus diffusés par la télévision et le câble. Les téléviseurs modernes offrent plutôt un large éventail de contenus multimédia et interactifs tels que les contenus en continu, la musique et la navigation sur Internet.
Et juste avant la première pause musicale, j'aimerais vous présenter notre invité du jour, Marie-Ève Carignan, qui est docteur et professeure agrégée au département de communication de l'Université de Sherbrooke, directrice du pôle média de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Elle concentre principalement ses recherches sur l'impact des médias et des industries culturelles en société, l'analyse de contenu médiatique, les pratiques journalistiques, l'éthique et la déontologie du journalisme, de même que la communication de risque et de crise, ainsi que les relations publiques. C'est tout un mandat, Madame Carignan. On va avoir l'occasion d'en discuter davantage. La professeure Carignan dispose d'une importante expérience professionnelle en communication au sein des petites et grandes organisations. Elle a collaboré à plusieurs ouvrages collectifs et publié dans les revues nationales et internationales en communication, en journalisme et en histoire. Et ça, c'est de faire fi aussi de son parcours de professionnel, alors que la professeure Carignan, a une longue carrière en application de la communication dans diverses organisations. On aura l'occasion d'en parler avec elle tout de suite, après cette pause musicale, où on va aller en chanson avec un jeune homme de la relève de la chanson québécoise, nommé Émile Bilodeau, avec un titre qui tombait pas mal sur la thématique de la journée, soit « Passer à la télévision ». Y a jamais personne qui veut passer premier quand la professeure donne l'ordre de commencer les présentations orales. Puis pour vrai, moi je trouve ça normal parce que c'est stressant faire semblant qu'on maîtrise un sujet puis d'en parler quand même longtemps devant plein de monde qu'on connaît. À ce moment-là, c'est difficile de ne pas avoir l'air d'un débile. Mais malgré le stress de l'homme qui nous est tous universel, malgré la paresse qui nous pogne quand vient le temps de faire la vaisselle, on aura toujours envie et on sera toujours séduit à l'idée de passer à TV. Pour que l'espace d'un instant, on puisse penser qu'on est important. Hey, 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 faut croire que tout le monde veut avoir son 15 minutes de gloire, son 15 minutes pour voir qu'est-ce que ça ferait si on avait la preuve visuelle qu'on existait. Avant de disparaître pour toujours, j'aimerais ça qu'on puisse me connaître un jour. Parce que c'est pas toujours évident de faire des job-in en attendant. En plus, c'est pas moi le gars le plus sexe, puis j'écris juste des chansons à texte. Fait que c'est pas moi le gars qui fait danser les foules, c'est pas moi le gars qui va signer ses boules. Mais pour remédier à la situation, faudrait que je puisse passer à la télévision. Hey, 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 j'ai toujours eu peur de devenir connu, mais à cette heure, faut dire que tout le monde m'a vu passer à TV sans même sourire. Ils sont tous garochés sous moi pour me dire que l'image, l'image est une chose importante. C'est vrai, mais quel dommage que la seule chose que je dégage soit une odeur malodorante. Parce que dans mes shows j'ai chaud, je suis une fucking fontaine d'eau. Je suis comme un mirage dans un désert. Quand y a trop d'éclairage, moi je pogne les nerfs. Mais à quoi ça sert qu'il y ait autant de spots pis tout, pis de vouloir autant de codes d'écoute, et de passer à TV pour que l'espace d'un instant on puisse penser qu'on est important.
C'était une chanson d'Émile Bilodeau passée à la télévision. Je le disais en introduction de cette émission, on a le bonheur d'être en compagnie de la professeure Marie-Ève Carignan. Madame Carignan, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Ben là, c'est un immense plaisir que d'être en studio avec vous. Alors que, puis je me permets de vous remercier au nom de toute l'équipe de la Société nationale de l'Estrie, de Droit collectif Québec, voire de la radio communautaire CFLX, d'avoir accepté notre invitation parce que on trouvait important d'utiliser, j'oserais dire, l'excuse de la tenue de la Journée mondiale de la télévision, pour parler d'un médium qui a énormément d'importance dans nos vies, hein. On va en parler un peu plus loin, mais il n'y a que très peu de foyers au Québec qui n'ont pas de téléviseur, ou voire même un seul téléviseur, on pourrait dire. En effet, parce que de plus en plus de foyers statistiquement dans le monde là, ont des téléviseurs. Donc, on voit qu'il y a une augmentation constante du nombre de foyers encore aujourd'hui qui ont un et même plusieurs, voire dans chaque pièce, un téléviseur. Et tout à fait, cette journée mondiale-là, c'est vraiment une excuse pour parler puis réfléchir à la place qu'occupe un média comme la télévision dans nos vies. La même chose pour la Journée mondiale de la radio. Donc, c'est un peu des occasions aussi de réfléchir à notre rapport avec ces différents médias. Exactement. Et dans le fond, question de... Parce que là, c'est le fun de ces entrevues-là. C'est pas des entrevues à la radio ou à la télévision, justement, où il faut chercher le clip de 15 secondes qui va finalement par passer aux nouvelles. C'est des entrevues de fond. On a le temps de faire des allers-retours, parler d'anecdotes. Et dans le fond, question de bien dresser la table en vue de cette émission qui s'annonce évidemment passionnante. Est-ce que vous accepteriez de nous dresser un bref portrait historique de cette invention qu'est la télévision, un médium d'une grande importance, donc d'un portrait historique de son invention et de son développement qui a mené à son statut qui, jusqu'à il y a peu, était le médium le plus important, hein. Moi, comme politicien, lorsqu'on avait TVA, la télévision de TVA qui venait couvrir une conférence de presse, on avait 50% des parts d'écoute de l'ensemble des autres médias, là, tu sais, là, donc c'était fondamental dans notre paysage médiatique, d'où son importance. Alors, est-ce que vous accepteriez un peu de réexpliquer aux gens là, d'où ça sort cette affaire-là, puis comment ça en est venu à prendre tant de place dans nos vies? Bien, certainement, avec plaisir. La télévision a quand même été un média qui a été assez rapidement là, intégré à nos vies puis qui est devenu un outil essentiel de communication très rapidement, on peut dire. L'invention de la télévision remonte peut-être aux années 1920. Autour de 1920, il y a différentes paternités qui lui sont prêtées. Mais on peut parler autour de 1950, vraiment, là, l'apparition de la télévision ici au Québec, plus importante. Donc, elle a fait ses débuts dans les années 1950, notamment avec l'apparition des premières grandes chaînes comme Radio-Canada, de chaînes nationales. Et ce qui a rendu peut-être la télé très populaire, c'est deux choses. D'abord, plus le coût a été accessible, plus elle a pu être démocratisée. Et puis, le fait qu'elle était accessible à tous. Donc, elle ne demandait pas, contrairement aux journaux, d'habileté de lecture, d'habileté de compréhension. Par l'image, par le son, ça devient très ludique. Donc, c'est accessible pour les jeunes, les plus âgés. Ça la rendait très intéressante. Mais c'est par rapport à la radio, peut-être, qui ne commande pas, elle non plus, de lecture de la part des auditeurs ou des auditrices, mais qui n'offre pas un support visuel qui nous stimule, on pourrait dire ça comme ça. Exactement, donc c'est pas aussi stimulant, notamment pour les jeunes publics, pour certains moments rassembleurs, d'avoir l'image, d'avoir le son, donne plus l'impression aussi d'être dans le moment. Alors, à son apparition dans les années 50, ça restait quand même un produit de luxe. Je peux vous raconter une anecdote personnelle, mais à l'époque, ma famille, à grand-mère, donc à Shawinigan, avait un magasin d'ameublement familial, l'ameublement Carignan. Et puis, à l'époque, le propriétaire, donc mon grand-père, mettait la télé dans la vitrine pour que les gens puissent voir le hockey parce que c'était encore très cher. C'était un produit de luxe pour les plus fortunés. Donc, les gens de la ville venaient avec leurs chaises s'asseoir devant la vitrine du magasin pour pouvoir voir la télévision dans des moments importants. Alors, on est quand même passé d'un produit de luxe qui, très vite, s'est démocratisé, donc est devenu plus accessible en termes de prix. L'explosion de la télé aussi date, vous parliez tout à l'heure de l'importance en politique de TVA, mais justement,
l'arrivée de Télémétropole vers 1970, ça a été aussi un moment clé là, pour le développement de la télévision puis son accessibilité à l'ensemble des publics. Fait qu'il y a vraiment eu tout un développement autour de la démocratisation, de l'apparition de moments charnières, évidemment la télé couleur. Donc, plus on a eu des grands moments de rassemblement, plus la télévision a été attirante pour les gens. Et puis, si on parle à des publics qui étaient là dans les premiers balbutiements de la télévision, donc dans les années justement 70, 80, il y avait des grandes messes de la télévision. C'est le moment où on se rassemblait, puis on ne pouvait pas les manquer. Ça devenait des incontournables. Donc, c'était aussi un moment de socialisation en famille, mais ensuite un moment de discussion quand on allait au travail autour de la machine à café. Bien, on va parler de ce qu'on a vu à la télévision. Donc, pensons par exemple à la soirée du hockey. Des moments incontournables qui permettaient de socialiser, d'avoir des liens parce qu'on avait vu les mêmes téléromans, on a les mêmes référents culturels. Là, vous allez vite un peu, là, parce qu'il y avait des questions là-dessus. Mais mais on comprend que c'est comme ça que la télévision s'est imposée. Est-ce qu'on a une idée, par exemple, du basculement à le point où, par exemple, la moitié, voire davantage de la population du Québec pouvait bénéficier d'un téléviseur à la maison? Tu sais, est-ce qu'on a une petite idée, tournant des années 70 peut-être? J'ai pas les chiffres exactement du moment où on peut voir là, que la moitié des foyers avaient la télévision, mais il y a eu une appropriation quand même assez rapide du média. Comme je vous le disais, plus le prix a été accessible. Avec l'industrialisation aussi, les gens qui avaient plus de temps, un salaire plus fixe dans les grandes villes, puis justement le médium qui était la télévision s'est beaucoup développé autour de l'industrialisation pour que les gens aient des moments de loisirs le soir et un moyen d'acheter un média tel que la télévision qui était maintenant accessible. Le câble de distribution, le coût de la télévision, c'est des facteurs vraiment là, qui ont été fondamentaux dans l'appropriation des familles, qui a été assez rapide. Et depuis, qui continue d'exploser, comme on le disait. Aujourd'hui, on voit encore que le nombre d'achats de télévision est en augmentation, puis que les foyers ont de plus en plus de télévision parce que, justement, ça répond à des nouveaux besoins. Vous le mentionnez d'entrée de jeu, mais l'accès Internet maintenant aux plateformes d'écoute en continu. Donc, on change peut-être. C'est peut-être en partie encore l'écoute câblée ou linéaire, mais il y a aussi toutes sortes d'autres façons d'écouter la télévision maintenant qui fait que ça reste un outil que les gens veulent se procurer encore dans les maisons. Disons qu'il n'y a plus autant de pouvoir associé au contrôle de la manette qu'auparavant, alors qu'il n'y avait qu'un seul télévision et téléviseur, puis c'était la personne, la chef de famille, tu sais, qui maintenant, contrôle. Les gens ont parfois la télévision dans chacune de leurs plusieurs chambres, mais il reste quand même que chez les public un peu plus âgé, cette pratique-là du zapping reste très importante, où on a l'habitude de changer de station, d'éviter les pauses publicitaires, alors qu'on voit que chez les publics plus jeunes, c'est une habitude qui se perd. Donc, il y a moins cette habitude-là de la télécommande puis du zapping chez les publics plus jeunes qui, eux, vont rester un peu plus à l'écoute d'une même chaîne ou d'un même programme, puis vont moins là, surfer comme nous, on a l'habitude de le faire, puis de se battre parfois pour... de toute façon, on a juste à y dire maintenant, la télévision, de changer de poste. Là, on n'est plus obligé d'avoir ça sur une manette. Là, ça dépend des plateformes. On peut demander à notre tablette de projeter d'autres contenus aussi, en effet. Une deuxième question de type, on dresse la table, professeur Carignan, pour cette entrevue. Une journée mondiale de la télévision, bon, ça fait presque 30 ans là, que c'est institué. Ça donne quoi? Tu sais, étant une journée mondiale plutôt récente, bien que ça fasse 30 ans, est-ce que vous croyez qu'elle s'est jusqu'ici révélée utile pour mieux comprendre ce médium et l'impact qu'il peut avoir sur nos sociétés? Bref, cette journée, est-ce qu'elle a jusqu'à présent porté des fruits intéressants? Mais c'est une journée importante parce que les journées mondiales comme ça de la télévision, de la radio, de la liberté de la presse, c'est des moments où on réfléchit au rôle des médias dans nos sociétés. Puis ça permet sans doute de se poser des questions qu'on ne prend pas le temps de se poser à d'autres moments. Et il y a beaucoup d'études qui montrent à quel point le média qu'est la télévision, ça a été déterminant quand même dans nos sociétés. Notamment dans mes recherches, j'ai beaucoup travaillé sur les travaux de Georges Gerbner puis de son équipe qui ont montré comment la télévision, c'était un média particulier puis unique. Georges Gerbner a développé une théorie qu'on appelle la théorie de la cultivation ou la théorie de l'incubation, Cultivation Theory Analysis en anglais. Okay. Et ça montre comment la télévision, à la différence de tous les autres médias qui existaient avant, a vraiment marqué les publics parce qu'elle était accessible, on le disait tout à l'heure, à tous les publics, donc très jeunes jusqu'aux plus âgés, sans distinction de niveau de scolarité, de capacité de littératie, par le son, par l'image. Ça changeait vraiment notre rapport aux médias et donc notre rapport au monde aussi. Donc, les travaux de Georges Gerbner montrent que
notre perception de la réalité, notre perception du monde, bon, on peut contester à quel point on peut le prouver, puis à quel point ça interfère avec d'autres facteurs, mais quand même, une partie de notre vision du monde serait construite par tout ce qu'on a vu à la télé, ce qu'on a entendu, ce qui nous est transmis par ce média-là. Donc, il y a vraiment un rôle important dans notre représentation de la réalité sociale, de ce qui se passe autour de nous. Et ça, même chez les publics qui sont moins assidus, donc chez ce que lui va appeler les non-viewers, donc les publics qui ne sont pas nécessairement très à l'écoute, le fait d'être exposé par la bande quand je vais à un endroit, la télévision joue dans la salle d'attente, chez le médecin, je vais voir mes parents, la télévision, en tout cas chez mes parents, je sais pas pour vous, mais elle va jouer parfois même pendant le souper. Ouais. Donc, on est exposé même involontairement. Et toutes les images qu'on voit à la télé marqueraient notre façon de concevoir le monde parce qu'on va percevoir les conflits, on va percevoir les crises, beaucoup comme elles sont médiatisées. Il y a différentes études qui montrent que notre perception, par exemple, du risque va dépendre de ce qu'on voit à la télévision ou dans les médias. Donc, si les risques plus médiatisés sont des attentats, sont des fusillades, j'ai l'impression que ou encore des véhicules électriques qui brûlent. Je vais avoir plus de crainte par rapport à ces risques-là, puis moins par rapport à des risques qui sont peut-être plus probables, mais moins médiatisés. Donc, je vais moins craindre de mourir demain matin d'un cancer ou d'un accident de voiture que dans mon même voiture électrique qui explose si c'est ce que je vois à la télé. Oui. Et donc, il montre à quel point la télé a un impact sur nos vies qui est considérable. Et même aujourd'hui, différentes études montrent que malgré l'arrivée du numérique et d'autres canaux, le rôle de la télé reste déterminant dans cette vision du monde-là, dans notre rapport finalement à la compréhension du monde par la télévision, par les images et les vidéos. Et d'ailleurs, quand on pense aux nouveaux médias comme Internet puis le numérique, en grande partie, c'est les mêmes éléments, les mêmes codes que ce qu'on voyait à la télévision exactement, le vidéo, le son, l'image, tout reste. Puis c'est pas nouveau. À chaque fois qu'un nouveau média apparaît, on dit que le média précédent va s'éteindre. Combien de fois on a dit ça de la radio? Hein? Quand la radio est apparue, c'était la fin des journaux. Quand la télé est apparue, c'était la fin de la radio. Ouais. Quand Internet est apparu, c'était la fin de la télé. Pas du tout, en fait. C'est que chaque média va se réinventer, va peut-être développer des nouvelles façons de faire, va revoir son rôle, revisiter sa fonction sociale, mais jusqu'à maintenant, là, on a prouvé que les nouveaux médias n'éteignaient pas les anciens, ils vont les faire évoluer. Évidemment, il y a des crises de financement, il y a des enjeux sur comment tout ça va se produire pour rester viable en termes économiques. Il y a aussi toute une réflexion sociale à y avoir sur qu'est-ce qu'en tant que société, on veut financer parce que ces médias-là n'ont pas seulement un rôle dans notre compréhension de la réalité des crises. Vous parliez tout à l'heure le rôle de la télé sur la démocratie, sur la compréhension des conflits à travers le monde, mais il y a aussi un rôle culturel important. Bien sûr. Qu'on a besoin de ces produits culturels-là qui sont diffusés à la télé, à la radio, pour avoir notre identité québécoise. Si j'ai pas accès à des émissions de télé québécoises, à des films québécois, à de la musique québécoise, je perds une partie de ce qu'est le Québec qui se reflète par ces œuvres-là. L'identité québécoise, notre langue, nos valeurs. Et ça veut dire que c'est important une journée comme celle-là pour réfléchir aussi au mode de financement. Est-ce qu'on a une responsabilité sociale d'accepter que c'est des biens publics qu'on doit financer, malheureusement avec nos taxes aussi, mais il faut ce qu'il faut si on veut les protéger, puis mettre des lois en place aussi pour les encadrer et les protéger. Et tout ça s'incarne dans ces journées-là où on doit réfléchir à l'avenir de ces médias-là en société, qui sont vraiment importants. Et c'est pour ça qu'il y a des exceptions culturelles qui ont été votées depuis plusieurs années, où, par exemple, les produits culturels, c'est considéré comme un bien public qui fait une exception dans les ententes de libre-échange parce qu'on doit protéger nos produits culturels propres qui sont le reflet de notre valeur, de notre identité. On ne veut pas avoir des contenus 100% américanisés parce que ça ne nous ressemble pas, ça ne représente pas qui on est, puis ça nous ferait perdre des moments où on peut se rassembler ensemble, des éléments de discussion communs qui nous permettent de se rappeler notre identité distinctive en tant que citoyen québécois aujourd'hui. Juste, je suis curieux, avant d'aller à la pause musicale, quand vous parliez de la perception qu'on avait du monde à travers la TV, on a un bel exemple au Sud, hein, alors que le chef de notre nation voisine s'est beaucoup dit que sa perception du monde est faite à travers la télévision, puis il va réagir en direct sur ses réseaux à ce qu'il dit à la télévision. C'est quand même quelque chose. Mais je suis curieux, les études, en fait, les grands penseurs liés à ce médium-là, vous avez fait référence, j'oserais pas dire son nom, mais Georges Gardner, c'est ça. Cette personne-là
Dans le fond, c'est qu'elle elle avait comme des groupes tests qui regardaient la télévision puis d'autres qui ne la regardaient pas. Comment il a pu définir, finalement, ou mesurer l'impact que la télévision avait sur les citoyens et les citoyennes? Mais tout à fait, il a pris différents moyens. Donc, il a à la fois créé des indicateurs culturels, c'est-à-dire des éléments qu'on pouvait analyser dans les contenus télévisuels pour voir comment la réalité était représentée. Okay. Qu'est-ce qui sortait, quel élément était mis de l'avant. Donc, il a pu voir, par exemple, le rapport à la violence qui était mis en place dans la télévision, qui fait qu'on a une vision un peu déformée de la violence, la façon de représenter différents événements. Donc, il a à la fois analysé les contenus télévisuels, mais oui, il a fait des études auprès des heavy viewers, donc des gens qui écoutaient beaucoup la télé, puis de ceux qui écoutaient moins la télé, fait des sondages populationnels, puis essayer de mesurer des liens justement entre les perceptions des publics, les contenus télévisuels, ce qui ressortait des analyses de contenu, donc différentes façons d'analyser pour comprendre comment tout ça se construisait. Évidemment, comme je vous le dis, on peut critiquer parce que on a toutes sortes d'influences dans notre vie. Je vous parle aujourd'hui, vous allez sans doute peut-être influencer ma perception de la politique municipale, qui sait. Positivement, je l'espère. J'imagine certainement. Mais donc, on a des contacts avec des gens, il y a des leaders d'influence. Notre vision de la réalité se construit autour de toutes sortes de relations. C'est certain que c'est difficile de mesurer l'impact qu'a un seul produit comme la télévision, mais on peut à tout le moins supposer que ça a eu un impact considérable dans nos vies, puis on a juste à se représenter des moments importants de notre enfance qui sont liés à des souvenirs télévisuels, des moments familiaux. Donc, il y a des grandes messes qui sont vraiment importantes puis qui sont liées à ces médias-là, finalement. Et en effet, on voit encore leur importance aujourd'hui. Vous parlez de Donald Trump qui s'en prend aux médias. J'osais pas dire son nom parce qu'on l'entend trop souvent, mais oui c'est de lui que je parlais. En effet, mais nous, on a quelques projets de recherche en ce moment sur son influence dans les médias, notamment au Québec. Mais c'est certain que pourquoi il accorde autant d'importance à la télé, pourquoi il essaie de bâillonner certains médias, parce que justement, c'est des médias qui ont une influence sociale importante. Encore aujourd'hui, un président n'y accorderait pas cette importance-là si ce n'était pas le cas. Tout à fait, tout à fait. C'était toute une mise en bouche, professeur Carignan. Je vous remercie énormément. Afin de permettre à nos auditeurs et aux auditrices de se reposer un peu les méninges là, après une introduction qui était forte et évidemment très intéressante, on va aller en chanson avec une chanson qui n'est pas nécessairement dédiée à la télévision, mais qui fait évidemment très référence, notamment à cette apparition des conflits télévisés littéralement en 1990, qui parle évidemment de la première guerre d'Irak, ou du moins une de ces guerres qui a affecté malheureusement cette région du Proche-Orient. Alors, Jean Leloup, 1990, de l'album Jean Leloup et la sale affaire. Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson, le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux. En 1990, c'est l'heure des communications. Depuis le début de ce siècle, nous avons vu l'apparition du moteur Ford à explosion, puis de l'avion à réaction. Mais de toutes les inventions, c'est sans doute la bombe à neutrons qui nous laissa le plus baba au cours du célèbre Hiroshima. Mais 1990 devrait nous laisser tous pantois, devrait nous laisser tous gaga. Il y a les missiles patriotes dirigés par ordinateur, Sony, Fuji et Macintosh culbutent dans les airs de roche. La guerre technologique fait rage, c'est un super média carnage. Attention, voilà les avions qui tirent, c'est l'heure de l'émission. En 1990, c'est l'ère de la médiatisation. En 1990, c'est l'ère de la conscientisation. Fini les temps maudits du sport, du jogging et de la cigarette. La preuve en est nos beaux soldats américains qui sont là-bas, bronzés à la vitamine D, nourris aux fibres équilibrées. Les morts qui seront faits là-bas seront en bonne santé, je crois. Les impôts du contribuable n'ont pas été payés en vain. La preuve en est, il est possible de ne jamais rater sa cible si on connaît le vidéo, si on se pratique le coco. Bientôt disponible, bientôt Koweït, Irak en Nintendo. En 1990, c'est l'ère de la socialisation. En 1990, c'est la démocratisation. J'en étais à ces réflexions quand tout à coup je me sens con. Assis par terre dans mon salon, je ne fous rien, je suis un con. Heureusement que ma copine a soudain l'idée de génie de me toucher le porte-avions. Vite fait, je lui sors mon canon.
ça va chauffer, oui mon amour. Je pointe mon radar à Lyon, en plein dans ta sortie de secours. Je vais larguer mes bombes, attention. En 1990, j'ai mis ma participation. En 1990, j'étais dans la coalition. En 1990, 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 en 1990. Que j'aime cette chanson, ça me rappellerait toujours quand je fréquentais l'école primaire, j'étais à Saint-Denis-Brompton, mais j'allais à l'école de Sacré-Cœur. C'était donc 45 minutes matin et soir d'autobus, au cours desquels, évidemment, j'avais le bonheur d'écouter la radio. Et 1990, là, je l'ai entendu cette chanson, je me rappelle très bien d'une anecdote. J'étais au coin King, Belvédère, et cette chanson jouait. Évidemment, je n'étais pas en mesure de comprendre sa portée. Franchement, c'est un son qui nous rejoint. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission de chansons et de réflexions qui aujourd'hui porte en ce mercredi 19 novembre sur la journée mondiale de la télévision. On a le bonheur d'être en compagnie de la professeure Marie-Ève Carignan de l'Université de Sherbrooke en communication. Professeur Carignan, avec l'apparition et surtout la démocratisation du web. Alors que je l'ai vu apparaître, ce web-là, là, il fallait que le téléphone soit raccroché. Puis oui. En tout cas, je sais pas si vous avez entendu ça. Là. Tout à fait. Enfin, Nos bref. parents qui nous demandaient de raccrocher la ligne pour aller sur Internet ou vice-versa. Exactement, exactement. Le bon vieux temps. Ben, en fait, c'est ça, l'apparition du web a donné naissance, évidemment, à de nombreuses plateformes misant à l'instar de la télévision, vous l'avez dit en introduction, sur le visuel, le son. Alors, quel fut l'impact de cette évolution sur le paysage médiatique de manière générale, c'est-à-dire l'apparition du web et la télévision de manière particulière? Vous en avez parlé, hein? Chaque média a eu à s'adapter à l'apparition d'un nouveau média. Qu'est-ce que ça l'a fait, l'apparition du web sur la télévision? Mais on a tendance à penser que ça marquait un peu la mort de la télévision puis le déclin de la télévision. C'est pas faux en partie puisque ça a changé certaines pratiques, mais je pense d'abord c'est important de se rappeler le rôle majeur que joue encore aujourd'hui la télévision dans nos vies. Et il y a plusieurs études qui le montrent. Je vous ai emmené quelques statistiques là, juste pour vous montrer parce que ça montre à quel point on sous-estime aujourd'hui l'importance de la télévision dans nos vies. Donc, par exemple, le Digital News Report, qui à chaque année dresse l'état un peu de consommation de l'information à travers le monde et dont il y a une version canadienne qui est faite par le Centre d'études sur les médias de l'Université Laval en collaboration avec l'Institut Reuters, regarde nos habitudes d'information. Donc, c'est où que les Canadiens vont le plus s'informer, chercher de l'information là, d'actualité, des médias d'information. Et ce que le Digital News Report montre, notamment en 2025, c'est que pour 40% des Canadiens, encore aujourd'hui, c'est la télévision qui est la principale source d'information. Et donc, c'est le principal média avec lequel les gens vont s'informer devant tous les autres encore aujourd'hui. Ça, il ne faut pas le sous-estimer. Il y a vraiment un rôle majeur en termes d'information encore aujourd'hui quand on pense de la télévision. Internet reste secondaire pour toutes sortes de raisons. On parlait tout à l'heure d'accessibilité. C'est pas tout le monde qui a accès au réseau Internet. C'est pas tout le monde qui a les connaissances de littératie numérique pour aller surfer sur Internet. Des personnes aussi qui ont grandi avec la télévision qui restent attachées. Donc, ça reste un média extrêmement important. Et quand on regarde les 65 ans et plus, là, c'est 66% des Canadiens dont la source principale d'information, c'est la télévision. Bien, c'est un peu ce que j'allais vous demander. 40%, c'est évidemment, c'est immense. Hein? C'est presque la moitié de la population qui s'informe d'abord et avant tout par la population. Mais est-ce qu'on connaît le pic? T'sais, là, si les gens de 65 ans et plus sont voire aux 2/3 qui s'informent d'abord et avant tout par la télévision, est-ce que, bien qu'à 40% aujourd'hui, c'est encore substantiel, la télévision a frôlé le 70-75%? Est-ce qu'on le sait, ça, dans le... Supposons jusqu'en 1990, mettons, là, justement, avant l'apparition du web? Si on regarde, là, il y a quand même, ça se maintient. Là, l'année dernière, on était autour de 39%, si je ne me trompe pas. Donc, il y a même, ça a
même Donc, ça a augmenté. même Donc, augmenté un il y a peu. quand même une OK. stabilité dans l'information par la télévision. Et même plus que ça, dans différentes autres études qu'on a fait, dont une que j'ai faite avec mon collègue Marc-François Bernier il y a 2 ans, et qui confirmait tous ceux qui ont été faits depuis justement là, les 20 dernières années, on a pu démontrer qu'encore aujourd'hui, le média auquel les citoyens au Canada font le plus confiance, au Canada francophone, font le plus confiance, c'est la télévision. Ouais, parce que Devant- CBC, au niveau du Rest of Canada... Bon, on ne l'a pas analysé, donc je ne peux pas vous répondre, ok. mais c'est certain que les gens ont tendance à faire plus confiance à la télévision, peut-être justement parce qu'il y a le son, il y a l'image, on voit les gens parler. C'est vrai. Il y a un rapport historique. Comme, Donc, pour eux, c'est ça. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Et vraiment, depuis toutes les années où ce sondage-là est réalisé, c'est toujours la télévision qui est le média dans lequel les gens ont le plus confiance au Canada francophone, ce qui est assez particulier parce que ailleurs dans le monde, le même sondage ou des sondages similaires sont réalisés, puis les gens vont faire plus confiance aux journaux ou à la radio, mais clairement, chez nous, c'est la télévision. Donc, c'est un média qu'on pratique beaucoup encore pour l'information, auquel on fait confiance. Puis peut-être un dernier point qui montre que malgré l'arrivée d'Internet, la télévision reste vraiment importante. Dans les derniers jours, là, c'est très récent, Numéris a sorti des chiffres sur la première moitié de 2025 qui montrent que depuis le début de l'année, là, depuis début 2025, le temps d'écoute dédié à des contenus là, de divertissement chez les Québécois, 79% du temps d'écoute était dans la télévision linéaire. Donc 79%, ce qui fait que c'était juste 21% qui étaient sur les plateformes de visionnement. C'est vraiment contre-intuitif, mais c'est ce que l'étude montre. On écoute 4 fois plus la télé que les plateformes de visionnement en ligne. Quand même, Et c'est la même chose, là, même évidemment, plus chez les personnes de 65 ans et plus, mais même chez les 18-34 ans, on voit que depuis le début de l'année, là, c'est 55% de leur temps qui a été consacré à la télévision traditionnelle contre 45% aux plateformes en ligne. Ça reste qu'il y a plus d'écoute de la télévision traditionnelle que des plateformes. Là où ça change, c'est chez les moins de 18 ans qui sont peut-être pas présents dans ce sondage-là, puis là où on a tendance à voir qu'il y a peut-être moins d'écoute de la télévision traditionnelle, plus d'écoute des plateformes en ligne. Mais il y a toutes sortes de facteurs qui expliquent ça. L'habitude des parents, l'habitude de la famille de regarder la télé va créer de l'habitude chez les jeunes publics. Et il y a maintenant des séries qui redeviennent très populaires à la télévision linéaire. Donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer. On a tendance à sous-estimer aujourd'hui sa présence dans notre vie, mais elle est encore très présente. Et lorsque ces jeunes de moins de 18 ans auront leur propre appartement puis contrôleront eux-mêmes la manette, ben peut-être que la télévision Possiblement, parce qu'on le voit, entre autres, que notamment Netflix perd en popularité. Ouais. Chez les jeunes, c'est plutôt TikTok, YouTube qui est le plus populaire au niveau des plateformes. Pour différentes raisons, peut-être l'habitude d'écouter des contenus très, très courts, très ciblés. Alors, il y aura une progression sans doute aussi de la télé en fonction de leurs intérêts, de leurs habitudes, mais clairement, ce ne sera peut-être pas Netflix ou les plateformes qu'on pensait qui étaient en train de tout changer là, dans nos habitudes de vie. Très intéressant, professeur Carignan. Je vous remercie beaucoup. Là, on a parlé beaucoup de la télévision, son importance comme médium, sa pénétration auprès de la population, mais on sait que ce médium a... D'ailleurs, on dit médium ou média? Les deux peuvent se dire. En fait, on a l'habitude de dire média quand on parle de la télévision, mais souvent, on va parler d'un médium parce qu'il retransmet du contenu médiatique de différentes plateformes. Moi, je trouvais que j'avais appris que, dans le fond, média était au pluriel, puis médium était au singulier. Mais... Oui, mais les deux peuvent. Je pense que dans le langage commun... On n'est pas à un détail près, mais j'étais curieux. Dans le fond, ce média-là a un impact fondamental sur la conscientisation des citoyens, des citoyennes. Quant à l'existence de notre nation, vous parliez tantôt de culture commune autour de la machine à café, alors que cette culture qui nous est propre avait un véhicule lui permettant de pénétrer chaque foyer. Donc, dans un certain sens, elle remplaça le perron d'église par la tenue de grands rendez-vous. Vous avez même eu ce mot-là, vous l'avez nommé, tel que les élections, les séries télévisées incontournables, notre fameux bye-bye, auquel on prenait tous et toutes part, du moins on connaissait tous quelqu'un qui avait regardé ces émissions-là. Évidemment, notre télévision a beaucoup évolué depuis les belles histoires des pays d'en haut, Chop Suey, Chambre en ville et autres lancers-comptes. Comment se porte la télévision québécoise en 2025? Mais comme je vous dis, elle est encore très écoutée, donc il ne faut pas sous-estimer l'importance de la télévision québécoise en 2025. Là-dessus, on se distingue d'ailleurs du Canada anglais. Je pense que ça, c'est important à dire aussi. Le Québec, par sa francophonie, par son origine culturelle, a toujours été un écosystème un peu privilégié et protégé là, au niveau des industries culturelles. Un écosystème en soi, finalement. Exactement, qui fait en sorte qu'on a toujours consommé plus de contenu québécois. On est hyper productif par rapport
au niveau de population, on produit beaucoup de contenu, on consomme beaucoup de notre contenu. On a encore aujourd'hui plusieurs émissions qui ont au-dessus d'1 million de spectateurs, ce qui est très peu le cas dans le Canada anglais, qui est très influencé par les contenus américains. Donc, chez nous, même si on voit que les jeunes publics consomment de plus en plus de contenu à la fois anglophone et francophone, il y a quand même un besoin puis un attachement pour les contenus québécois. Et ça, c'est très particulier et spécifique à notre environnement qui fait qu'on continue à avoir justement des productions d'importance, des moments de rassemblement quand même majeurs. On a des émissions comme Tout le monde en parle qui restent extrêmement écoutées, fort. Les gens vont certainement attendre le bye-bye cette année qui va marquer en plus un anniversaire. Donc, c'est moment... Lequel? L'anniversaire du bye-bye, je ne me souviens pas de quelle année cette année, mais c'est donc une année importante, là, quelque chose comme le 50e bye-bye. Oui, donc un chiffron qui va être important et qui montre à quel point ça s'est maintenu justement dans le temps, ces émissions-là, puis qui sont restées vraiment importantes pour nous. Donc, alors qu'on a changé d'époque par rapport à la tenue du premier bye-bye, on peut se le dire. Exactement. Donc, ça reste important et ça a vraiment une place privilégiée, disons, dans nos écosystèmes. On voit que les gens aussi ont développé des habitudes différentes. Donc, ce qui était avant le prime time, c'est-à-dire les heures de grande écoute où on allait mettre les émissions les plus porteuses et les plus écoutées. Puis souvent, il y avait des guerres à ce moment-là entre les stations. On peut penser à l'époque où il y a une guerre entre Star Academy à TVA et puis Tout le monde en parle à Radio-Canada au même moment. Mais là, le prime time s'élargit. Il y a les émissions là, au retour à la maison qui sont très attendues. Maintenant, vers 19h, il y a des créneaux horaires très écoutés qui vont s'étendre jusqu'à 22h et au téléjournal. Donc, il y a plus de moments d'écoute importants de nos jours. Là où il reste un défi pour nos médias québécois en termes de télévision, c'est qu'on voit que les gens s'approprient un peu moins les plateformes en ligne québécoises. Il y a probablement du travail à faire là-dessus. Tout.tv, Illico, Crave, c'est un peu moins consommé que les grandes plateformes américaines. Donc, on voit qu'il y a quand même peut-être de la progression positive, mais encore du défi là, pour s'approprier ces différentes plateformes-là. Bien, parlons-en. C'était ma question numéro 7. Donc, j'avais 2 questions avant, mais vous avez dressé la table. Dans le fond, le gouvernement a récemment fait part ou déposé son projet de loi sur la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique. Vous avez effleuré la question à quelques reprises depuis le début de cette passionnante entrevue. Est-ce que, selon vous, on va assez loin pour assurer une visibilité à nos créateurs et créatrices de contenu télévisuel, à la pénétration de ce contenu au sein de la population québécoise, peut-être particulièrement auprès des jeunes générations très branchées, comme vous le dites, sur des applications de contenu web provenant de partout à travers le monde. Je pense, par exemple, à TikTok, évidemment, Instagram, YouTube. Bref, est-ce que ce projet de loi-là, dans l'état qu'il est, pourrait faire la différence? Améliorer la situation. En tout cas, c'est certain qu'il faut essayer de faire quelque chose pour protéger notre environnement culturel parce que c'est notre identité qui en dépend. C'est nos valeurs québécoises, c'est qui on est, notre distinction à travers les pays. Je crois qu'il faut vraiment faire quelque chose et il y a possibilité d'améliorer, c'est certain, les outils. Je me souviens d'avoir entendu le ministre Lacombe, justement, cet été en entrevue, qui mentionnait comment en France, et moi-même qui voyage souvent en France pour le travail, avoir vu à quel point, par exemple, des plateformes comme Netflix en France offrent beaucoup plus de contenu local que, par exemple, quand on se branche ici à Netflix puis qu'on voit qu'est-ce que c'est, l'offre, principalement, c'est à peu près juste des contenus américains. Il faut aller chez des plateformes qui sont beaucoup plus installées au Québec, comme Crave, comme Tout.tv, pour avoir des contenus locaux de qualité. Et donc, ça passe par la découvrabilité. Si on veut que les gens consomment des produits culturels québécois qui, font vivre les artistes québécois parce que c'est ici qu'on les produit, mais répondent à différents besoins d'identité, d'appartenance, de socialisation, bien, il faut les offrir. Et ça passe par, justement, peut-être imposer un peu plus aux plateformes d'accorder une meilleure découvrabilité. Donc, quand on arrive en page d'accueil de ces différentes plateformes-là, d'avoir du contenu québécois à te proposer, va inciter à les écouter, à les voir, puis à les consommer davantage. Puis on le voit, là, il y a des séries qui deviennent hyper populaires sur ces plateformes-là. Pensons, par exemple, à Empathie, à quel point c'est un grand succès sur la plateforme Crave. Il y a moyen de créer ces moments-là qui vont même peut-être devenir des références internationales. Donc, pour ça, il faut les rendre visibles, il faut les offrir. C'est la même chose pour les plateformes d'écoute musicale. En ce moment, il y a très peu de contenu québécois qui est proposé pour différentes raisons, notamment les algorithmes qui sont très opaques, mais vont se baser sur le type d'écoute qu'on va faire à la télé, à la radio, puis vont nous offrir des contenus similaires. Et souvent, c'est les contenus américains qui sont privilégiés, qui sont plus payants, qui sont mieux référencés. Donc, on doit retravailler ça. Et en effet, je pense qu'il faut mettre de la pression sur les plateformes, peut-être y aller avec justement les lois de protection de la diversité culturelle
propre à nos identités pour inciter ces plateformes-là, finalement, à mieux référencer les produits culturels québécois et canadiens. Est-ce que ça va fonctionner? C'est sûr que ces plateformes-là ne sont pas toujours très collaboratrices pour modifier leur façon de faire. On l'a vu avec la loi sur la redevance des plateformes numériques pour les médias d'information. Même si ce n'était pas dans mes questions, à la fin de la journée, ça reste une question d'argent. Pour être capable de générer du contenu, il faut des ressources. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie, cet échec-là de la part du gouvernement canadien de ne pas avoir réussi à générer des revenus qui sont légitimes pour les médias et donc qui permettraient à la population d'avoir non seulement accès à plus de contenu, mais aussi à maintenir une information essentielle à notre démocratie? Oui, c'est une demande légitime parce que, bon, ces plateformes-là s'accaparent une énorme part de la publicité puis du marché canadien. Donc, en contrepartie, on voudrait qu'ils financent de la production de contenu de qualité puis d'informations utiles au Canada, ce qui est peut-être pas nécessairement toujours compris de la population. Je suis très inquiète de voir qu'il y a une partie de la population qui sait toujours pas que le contenu d'information est bloqué sur des plateformes comme celle de Meta, Facebook, Instagram. C'est très préoccupant. Mais c'est certain que pour faire fléchir ces grandes plateformes-là, il faut que ça ait un impact sur leurs revenus. Et donc, je pense qu'on a une masse critique au Québec en termes de consommation de produits culturels, donc sur des plateformes de streaming, d'écoute en ligne, de musique, pour peut-être être capable de négocier ça. L'autre solution est peut-être de s'associer, s'assurer que plusieurs pays ensemble mettent la pression dans le même sens pour avoir des demandes qui sont un peu similaires. Ça peut aider à faire fléchir ces grandes puissances américaines-là. Mais pour le cas, par exemple, de la loi sur les redevances en termes de contenu médiatique, je pense que Meta, en ce moment, subit peut-être des contre-coups de ça. Il y a un désintérêt pour la plateforme Facebook qui quand même reste très écouté. Moi, je suis très préoccupée. Je vous parlais tout à l'heure du Digital News Report. On voit quand même que Facebook reste une des sources d'information principales des Canadiens. Oh my God! Alors qu'il n'y en a plus d'informations. C'est hyper préoccupant. Ça veut dire que je suis qui? Je suis des influenceurs. Je suis peut-être des pseudo-médias qui peuvent dire un peu n'importe quoi. C'est hyper préoccupant. Mais il reste qu'il y a un certain désintérêt qui peut-être... Il n'y a pas le journal de Sherbrooke là, qui est apparu dernièrement. Là. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Il y a des médias d'IA qui apparaissent, des médias qui sont faux, peu rigoureux. Donc ça, c'est hyper préoccupant. Et à long terme, je pense qu'il y aura un désintérêt de la population qui va faire en sorte que ces plateformes-là vont peut-être devoir réviser leur position. En tout cas, je suis peut-être idéaliste, mais j'oserais l'espérer. Il le faut être idéaliste et positif dans ce monde qui n'est pas toujours facile, mais qui mérite notre énergie et notre passion pour s'améliorer. Chers auditeurs et auditrices, on va aller à une dernière pause musicale. Pour cette émission. C'est une autre chanson qui n'a pas nécessairement très directement à la télévision, mais qui fait référence évidemment à tout cet écosystème du vedettariat, puis de toute la question finalement de l'argent derrière nos plateformes qui diffusent du contenu auprès des populations. Et je parle évidemment de Cash City de notre ami Luc de La Rochelière. Cash City, dans les tours de l'ennui, tout le monde veut prendre de l'altitude, à Cash City, dans une ville qui n'est belle que la nuit, dans les yeux qui supplient, tout le monde danse avec sa solitude.
Cache City, tout le monde veut être quelqu'un, car personne n'aime personne. Tout le monde veut être quelqu'un avant que le glam sonne. Tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne n'aime tout le monde. Tout le monde veut que tout le monde l'aime, mais personne n'aime tout le monde. À Cache City, parfois on sort à Cache City. Dans les tours de l'ennui, tout le monde veut prendre de l'altitude. À Cache City, dans une piscine est belle que la nuit. Dans les yeux qui supplient, tout le monde danse avec sa solitude, sa folitude. Alors, c'était la chanson À Cache City de Luc de La Rochelière et qui nous parle évidemment de cette ville située dans le confin du désert, mais qui reflète des valeurs plutôt répandues dans cet Occident qui est celle de notre monde, en fait, une partie de notre monde. Professeur Carignan, de l'Université de Sherbrooke, du département de communication de l'Université de Sherbrooke. Dans les dernières années, on en parlait durant la pause musicale, plusieurs journalistes ont perdu leur emploi, voire même plusieurs médias ont tout simplement fermé leurs portes ou se sont complètement transformés. Je regarde la Tribune qui a levé l'ancre un jour avec le E et le A en même temps et qui n'est plus disponible que sur une plateforme numérique alors qu'avant, on pouvait lire ça au déjeuner, tâcher le journal de notre café. Bon, bref. Est-ce que ces pertes d'emploi ou encore ces fermetures de médias sont un symptôme de comportement changeant de la société vis-à-vis, par exemple, de la télévision, alors que dernièrement, il y a eu des coupures à Québécois, notamment, ou encore des médias en général? Tu sais, combien de coupures pourront encore survenir sans mettre en péril la qualité du contenu culturel, mais surtout informatif? C'est la préoccupation que j'ai, alors que, au fond, une démocratie repose sur la capacité des citoyens, des citoyennes de s'informer, puis de s'informer à propos des enjeux qui les concernent et pas nécessairement à propos des conflits internationaux, bien que ceux-ci sont importants. Ça ne détermine pas notre vote ici et maintenant. C'est quoi le danger pour la démocratie? C'est extrêmement préoccupant. C'est un danger et pour la démocratie locale, qui, on sort des élections municipales, on l'a vu à quel point il y a un défi pour intéresser les gens à la politique municipale, les faire voter, avoir des gens qui veulent se présenter comme candidats. Et c'est aussi parce que les médias de proximité, c'est les plus importants, notamment quand on a des crises locales. C'est vers eux qu'on doit se tourner pour savoir quoi faire pour gérer la crise, éviter de consommer de l'eau, quel comportement adopter. Donc, c'est des médias qui nous donnent toute la première information dont on a besoin pour savoir comment se comporter. On se rappelle des fameuses conférences de Lucien Bouchard et du président d'Hydro-Québec lors de la crise avec son petit col roulé. En Estrie. Moi, j'ai travaillé beaucoup à Lac-Mégantic pendant la crise. On se rappelle des conférences de presse de la mairesse et puis
de tous les gestionnaires de première ligne qui étaient là pour parler de l'importance de ce qui se passait, puis parler aux citoyens. La radio locale à Lac-Mégantic a été hyper importante pendant cette crise-là pour donner de l'accès à l'information aux citoyens. Donc, c'est des médias dont on a extrêmement besoin. Et quand on voit les coupures depuis la pandémie, il y a eu énormément, même avant, mais ça s'est un peu accentué depuis la pandémie, perte d'emploi, départ à la retraite non remplacé, fermeture de médias. C'est extrêmement préoccupant. On voit que là, dans le dernier budget Carnet, il y a eu un réinvestissement pour que Radio-Canada puisse ouvrir plus d'antennes régionales. Espérons que ça fasse une différence, mais il reste qu'à côté, on voit TVA continuer à couper des postes de journalistes en région. Extrêmement préoccupant. C'est un besoin, et comme je le disais, les gens en région écoutent encore massivement la télé. Ils ont besoin de cette information-là locale. Clairement. À la télé. On est gâtés à Sherbrooke là-dessus. On est gâtés quand même. Mais on pourrait avoir plus. Il y a quand même des médias autour de Sherbrooke qui ont un journaliste pour faire leur média local. Différents médias. J'ai pas regardé la situation dernièrement, mais je me souviens quand j'avais regardé la liste, par exemple, à Quaticook, le journal local a un journaliste. Il peut pas tout faire, il peut pas tout couvrir. Puis s'il est en conflit avec les élus, mais qu'est-ce que ça fait? Peut-être que ça va bloquer de l'accès à l'information. Il peut y avoir des bâillons. Il faut plusieurs journalistes, il faut plusieurs médias pour avoir une qualité d'information, une démocratie. Et en ce moment, quand on a des élus politiques aux États-Unis, mais même ici au Québec, on a eu certains élus qui ont dévalorisé beaucoup le média public en disant que c'était une antenne de propagande, qui parle contre les médias traditionnels. C'est extrêmement préoccupant parce que ça ne mobilise pas les gens à dire il faut financer nos médias parce qu'ils ne sont pas parfaits. Une erreur journalistique, tout le monde peut en faire, une exactitude, mais on a besoin quand même de diverses voix qui vont représenter différents intérêts puis qui vont nous informer sur ce qui se passe chez nous puis qu'on a besoin de savoir pour être un citoyen éclairé puis au moins discuter avec les gens et avoir l'impression qu'on participe à la vie de notre ville, aux décisions importantes de nos municipalités puis qu'on sait comment se comporter s'il y a une crise. Ça passe par les médias et ça, il faut que les gens soient concernés puis disent non, on a besoin que le gouvernement investisse dans des médias locaux puis ça prend des médias locaux de qualité. En ce moment, j'ai été cet automne au consortium des médias de langue officielle minoritaire. Le nombre de médias qui disaient que les gens sont là épuisés, mais parce qu'ils y croient, puis ils se dévouent tout leur corps, toute leur âme, mais avec des salaires de misère. Ils sont souvent en fin de carrière, ils n'ont pas de relève. C'est extrêmement préoccupant. Donc, il faut un réinvestissement. Si on n'est pas capable d'offrir des salaires intéressants, ça va être très difficile de recruter des gens qui vont le faire hors des gens qui sont passionnés, qui vont le faire peu importe les conditions. Mais ça, c'est beau rêver, mais il faut quand même offrir des conditions de vie intéressantes aux journalistes. Donc, ça passe par un réinvestissement qui est hyper important de nos jours. Ça me fait penser un peu à la différence entre la notion de consensus et celle du consentement. C'est-à-dire que le consensus, c'est, on réussit à rallier l'ensemble des gens envers une solution. Par exemple, l'idée que l'information doit passer par des médias officiels et qu'on pourrait qualifier de traditionnels. Et alors que, de l'autre côté, le consentement, lui, c'est comme, OK, tout le monde n'est pas nécessairement d'accord. Des erreurs journalistiques peuvent survenir. On est tous des humains. Mais on a-tu une meilleure solution? Celle-là est sa table. C'est quoi l'alternative? Et malheureusement, l'alternative à des médias structurés, encadrés, qui doivent répondre à des normes journalistiques réfléchies, ça peut être du grand n'importe quoi. Ça peut être beaucoup de gens qui ont des intérêts à désinformer. Puis ça, c'est un problème depuis un nombre d'années. Moi, je travaille beaucoup sur la désinformation. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a un discours biaisé de certains politiciens, notamment, puis qui a créé de la confusion chez le public où on mélange fake news en pensant que c'est les médias qui font des erreurs journalistiques, ce qui n'est pas une fake news. Une erreur journalistique peut survenir, mais les médias traditionnels ont un code de déontologie, ont des normes d'éthique, ils respectent certains principes, même s'ils ne sont pas infaillibles, tandis qu'à côté, on voit des gens qui désinforment. C'est eux qui vont produire des fausses informations qui sont parfois très malhonnêtes, basées sur des faits déformés et qui vont le faire parce qu'ils ont un gain politique, un gain économique ou un gain social derrière à aller chercher. Et ça, c'est préoccupant parce qu'on voit une montée de ces médias-là qui ont des intérêts souvent cachés et qui vont diffuser du contenu très biaisé et campé en fonction de leur idéologie puis de ce qu'ils veulent vous vendre ou de ce qu'ils ont à gagner. Et les gens vont penser que c'est peut-être des sources d'informations crédibles. Ils sont pas tous... Il y en a parfois qui sont très peu crédibles, d'autres sont peut-être potentiellement d'intérêt pour certains publics, mais il faut savoir quand même ce qu'on consomme, puis il faut avoir d'autres choix. Puis d'autres choix, c'est des médias traditionnels qui, eux, ont quand même des normes et des pratiques journalistiques pour assurer le plus possible une certaine objectivité, puis une certaine variété des contenus qui est quand même important aujourd'hui en démocratie et qu'on a de moins en moins en région. Donc, il faut vraiment se préoccuper de ce qui se passe aujourd'hui avec la télé, puis avec l'information en général.
Le message est lancé, chers auditeurs et auditrices qui, comme moi, je l'espère, avez apprécié cette émission qui portait sur la journée mondiale de la télévision, qui aura lieu dans 2 jours, donc ce vendredi 21 novembre. Professeur Marie-Ève Carignan, merci beaucoup d'avoir... Merci de l'invitation. Ben là, écoute, ça a été un bonheur. J'espère qu'on aura l'occasion de vous réinviter à nouveau parce que manifestement, du contenu, on n'en manquera pas. vous en avez à livrer. Petit clin d'œil aux auditeurs et auditrices. La prochaine émission va porter sur la journée des droits de l'homme où on va discuter des droits individuels, des droits collectifs et du nécessaire équilibre qui doit survenir entre ces 2 sources de droits tout à fait légitimes et qui donc doivent se parler. D'ici là, prenez soin de vous et encore une fois, merci d'être aussi nombreux à l'écoute de l'émission de chansons et de réflexion. À très bientôt et au plaisir.